Et c'est parti pour Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart, chaque jour à la mi-journée, 12h30, 13h. Et le soir, la grande édition pendant 1 heure à partir de 18h30. On est au lendemain de la communication de la Réserve fédérale américaine. Et c'est évidemment très intéressant de suivre les réactions de marché. La première réaction qu'on observe, c'est que les taux longs aux États-Unis continuent de se tendre à des niveaux qu'on n'avait plus vus depuis cette crise pandémique. 1,70% et plus pour le 10 ans américain. On est monté jusqu'à 1,74% pour le 10 ans américain. On revient ainsi quasiment sur les niveaux d'avant la crise. Je vous rappelle qu'en janvier 2020, le 10 ans américain tournait autour d'1,9%. Une situation avec laquelle Jérôme Powell se montre toujours aussi confortable. Je n'observe pas à ce stade de mouvement désordonné, ou en tout cas suffisamment désordonné pour que la Fed ait besoin d'intervenir sur ces marchés obligataires. Pas de changement de politique monétaire et du réglage de la politique monétaire pour la Réserve fédérale américaine, qui signale qu'il n'y aura pas de hausse de taux jusqu'à travers l'année 2023, alors que le marché, lui, estime que la Fed aura besoin de remonter ses taux peut-être 2-3 fois à horizon de l'année 2023. Le bras de fer continue. On en parlera dans un instant avec l'économiste US de Pictet Wealth Management, Thomas Koster, qui sera avec nous en visio. Du côté des banques centrales, notez que plusieurs banques centrales sont en train de s'exprimer en ce moment. Il y avait le Brésil hier, la Turquie également attendue aujourd'hui, et puis surtout la Banque d'Angleterre d'ici une demi-heure qui va là aussi livrer ses conclusions de son comité de politique monétaire. Et puis sur les marchés parisiens, vous aurez le résumé complet dans un instant avec Nicolas Pagnès depuis la salle de marché de Bourse Direct. On peut noter la très bonne tenue d'un titre comme Sartorius Stedim, une des vedettes dans les valeurs moyennes du marché parisien. L'équipementier pour l'industrie des biomédicaments relève à nouveau ses objectifs de croissance pour cette année 2021. Il faut dire que Sartorius Stedim fournit à la fois des solutions qui permettent la production de vaccins contre le Covid, ainsi que des produits qui participent également à la conception des tests de détection du coronavirus. Donc Sartorius est très bien présent sur tous ces tableaux et vise désormais une croissance de son activité de 35% cette année. Du vert sur la plupart des marchés européens à mi-séance, notamment le DAX qui profite d'un secteur automobile bouillonnant en ce moment. Les infos clés à mi-séance en Europe, c'est avec Nicolas Pagnès depuis la salle de marché de Bourse Direct. Tendance en légère hausse toujours à la Bourse de Paris à la mi-journée. Le marché parisien réagit positivement aux annonces de Jérôme Powell à la suite de la réunion de politique monétaire de la Fed. Jérôme Powell qui a indiqué que la Fed revoyait ses prévisions de croissance à la hausse tout en rassurant les marchés sur le fait que la Réserve fédérale n'augmentera pas ses taux, les fameux dot plot pour le moment. En matière de croissance, tout d'abord, la Fed passe sa prévision de croissance de PIB de 4,2% à 6,5% pour l'année 2021. Une forte progression qui s'accompagne d'une hausse de ses prévisions d'inflation qui passe, elle, à 2,4% en 2021, puis 2% en 2022 et enfin 2,1% en 2023. Des projections optimistes donc pour l'économie américaine, mais qui pourraient, selon les craintes d'un certain nombre d'investisseurs, pousser la Fed à augmenter ses taux ou réduire son soutien à l'économie américaine. Sur ce sujet, Jérôme Powell s'est voulu rassurant, estimant que la majorité des gouverneurs de la Fed n'anticipent pas de remontée de taux avant 2024, soit une échéance inchangée par rapport à la dernière réunion de politique monétaire. Dans le détail cependant, les investisseurs notent tout de même que sur les 18 gouverneurs de la Fed, ils sont 4 actuellement contre 1 auparavant à anticiper une hausse des taux, signe que les choses bougent un petit peu en interne. Certains investisseurs allant même jusqu'à anticiper une hausse de taux graduelle avec au moins 2 hausses de taux entre aujourd'hui et fin 2023. En réaction, les rendements obligataires aux États-Unis s'envolent depuis hier soir. Le taux à 10 ans passe à 1,72% à la mi-journée et celui à 30 ans à 2,49%. Au-delà de la Fed, les investisseurs suivront également aujourd'hui la rencontre entre Anthony Blinken, le secrétaire d'État de Joe Biden, et son homologue chinois. Une rencontre qui devrait permettre d'en savoir un peu plus sur le futur des relations entre les deux pays à la suite de l'élection de Joe Biden. En Europe, c'est aujourd'hui que l'Agence européenne du médicament se réunit pour statuer sur le vaccin développé par le laboratoire AstraZeneca à la suite de la suspension de son utilisation dans de nombreux pays d'Europe. L'Agence européenne du médicament qui avait déjà fait part de son avis sur des bénéfices bien plus important du vaccin que le risque évoqué.
Et en Europe toujours, Christine Lagarde a estimé de son côté ce matin devant le Parlement européen que l'accélération des achats d'actifs de la BCE annoncée la semaine dernière pourrait prendre du temps avant de porter ses fruits. Celle-ci a également alerté sur les hausses persistantes et significatives des taux d'intérêt du marché qui pourraient, selon elle, contrarier la lutte contre l'effet de la pandémie en matière d'inflation. Du côté des statistiques à suivre aujourd'hui, on notera que la zone euro enregistre un excédent commercial de 6,3 milliards d'euros en janvier. Dans le détail, la zone euro a vu ses exportations reculer de 11% sur la période et ses importations reculer de 14%. Des exportations et des importations qui reculent donc sur un an donc par rapport à janvier 2020. Et du côté des valeurs à présent, Sartorius Stedim Biotech revoit ses objectifs pour 2021. Le fournisseur d'équipements dans l'industrie biopharmaceutique annonce avoir observé une progression importante de ses prises de commandes sur les premières semaines de janvier. Nouvel objectif donc pour l'entreprise, une croissance de 38% de son chiffre d'affaires. Entreprise toujours, Virbac publie de son côté des résultats annuels en nette hausse et annonce viser une croissance organique de 3 à 5% en 2021 ainsi qu'une marge d'exploitation comprise entre 10 et 12% sur l'année. Et Beneteau annonce de son côté prévoir une hausse de plus de 60% de son résultat opérationnel courant. Le constructeur nautique renonce pour autant à verser un dividende au titre de l'année 2020, année 2020 où le bénéfice de l'entreprise s'élevait à 27,5 millions d'euros. On notera également pour finir que Danone annonce marquer une pause dans l'ajustement de la composition de son conseil d'administration afin de prendre le temps de réfléchir aux besoins futurs de l'entreprise. Danone qui ne soumettra donc pas de nouvelles nominations au conseil le 29 avril prochain comme prévu initialement. Nicolas Pagnès qui nous accompagne en fil rouge tout au long de la journée sur Bismart depuis la salle de marché de Bourse Direct. Au lendemain de la communication de la Réserve fédérale américaine, c'est Thomas Koster qui nous rejoint pour cette édition de la mi-journée de Smart Bourse en visioconférence depuis Genève, économiste senior en charge de suivre les États-Unis chez Pictet Wealth Management. Bonjour à vous Thomas. Je ne sais pas si les marchés et Jérôme Powell se comprennent mieux ce matin. Des marchés qui estiment que la Fed est peut-être déjà trop en retard au regard de l'inflation qui nous attend. Et Jérôme Powell, hier soir, qui semble, lui, très à l'aise avec le réglage de sa politique monétaire qui restera inchangée au moins jusqu'en 2023, nous a-t-il dit encore hier soir. Tout à fait. Alors deux choses à noter. D'une part, j'ai envie de dire une différence dans le cadre théorique. On a une Fed qui a une nouvelle stratégie très dovish qui s'appelle le ciblage d'inflation en moyenne, et on a un marché qui tout simplement n'y croit pas, qui croit que, au vu de la croissance estimée cette année, plus de 6%, et aussi des perspectives d'inflation, que la Fed n'aura pas de choix que de resserrer la politique monétaire bien plus tôt. Donc, on a un marché qui, en tout cas, quand je regardais, on est autour de 1% des taux à la fin de 2023 pour le taux 3 mois Libor, alors que la Fed dit on en sera toujours à zéro. Donc il y a en effet une complète incompréhension, mais qui est vraiment liée au cadre d'analyse des facteurs économiques. On a l'impression au final que le marché reste coincé dans une lecture qui est plutôt celle de la fameuse Taylor Rule. On est plutôt dans un schéma type années 90 pour le marché. Donc bref, une incompréhension entre les deux. Et évidemment, deuxième chose, c'est que Jérôme Powell s'est montré très serein, même peut-être un peu trop serein à mon avis, sur la montée des taux longs. Donc en gros, c'est un message implicite au marché de dire vous avez un boulevard devant vous, les taux peuvent encore monter. Comment vous expliquez cette incompréhension qui n'est pas nouvelle, Thomas, mais ça fait un moment quand même que désormais la Fed explique le changement de sa fonction de réaction qui intervient après des travaux approfondis qui ont été menés quand même au sein de la Fed. Ça a été tout le moment de cette revue stratégique. Comment vous expliquez que, alors, soit la Fed n'arrive pas à expliquer sa nouvelle fonction de réaction, soit le marché fait la sourde oreille. Mais comment est-ce que vous expliquez justement qu'on en soit encore dans ce dialogue de sourds aujourd'hui, Thomas ? Oui, tout à fait, parce que je pense qu'en effet, la Fed n'a pas forcément été claire sur tous les tenants et aboutissants de la nouvelle stratégie. Et d'ailleurs, j'insiste là-dessus, la nouvelle stratégie de ciblage d'inflation est en fait dépasse beaucoup plus le cadre de l'inflation. En fait, ce qui se passe, c'est qu'on ajoute à la Fed des mandats implicites. Un mandat implicite important, c'est qu'on va demander à la Fed d'aider au financement du déficit. Un autre mandat, c'est que la Fed est de plus en plus prise dans les considérations sociales. On sait que la Fed porte beaucoup d'importance à
l'emploi des minorités, au sous-emploi aux États-Unis, donc il y a presque une casquette sociale. Bientôt, il y aura une casquette verte, comme la Banque d'Angleterre. On demandera aussi d'aider au financement de la transition écologique. Donc bref, tous ces nouveaux mandats, et plus le fait qu'on est dans une économie avec beaucoup de dettes, puisque le ratio de dette totale, on est presque à 300% du PIB. Donc tous ces mandats implicites font qu'il y a des contraintes énormes sur la montée des taux. Donc voilà, je pense que le marché, lui, s'arrête à une vision un peu simpliste qui est liée à une tradition historique, qui est que quand l'inflation est à 2%, on monte les taux, point barre. Voilà. Encore une fois, ce qui m'étonne, c'est qu'on pourrait attendre de la Fed qu'elle prenne une casquette de professeur, en tout cas un peu plus marquée, et notamment parce que une partie de la hausse des taux 10 ans est liée aux attentes de la Fed et au fait que le marché s'attend à une hausse des taux de façon beaucoup plus prématurée et de façon aussi très forte. La pente de courbe des taux pricée par le marché est très forte, puisqu'on arrive en 2026 à autour de 2,5% d'après les euro-dollars. Donc c'est assez fort. Donc encore une fois, voilà, il y a un fossé qui est là. Pas de pushback pour le moment, ou en tout cas un pushback assez naïf et assez faible de la part de la Réserve fédérale. Et ça, comment vous l'expliquez, Thomas? C'est pas la première fois que vous nous faites part effectivement de votre scepticisme par rapport à l'attitude de Powell sur la correction du marché obligataire. Et c'est vrai que Jérôme Powell, jusqu'à présent, tient toujours le même discours. Les mouvements ne sont pas suffisamment désordonnés pour que la Fed intervienne plus massivement encore sur ces marchés obligataires. Enfin, de quel type d'indicateur est-ce que Jérôme Powell dispose pour affirmer qu'il est à l'aise avec cette situation? Comment vous expliquez effectivement le fait que Jérôme Powell reste nonchalant pour l'instant face à ces tensions obligataires, Thomas? Tout à fait, et ça revient au point que je disais avant, c'est que peut-être la Fed n'a pas tout dit, y compris par rapport notamment au prix des actifs, au prix de certaines actions. Est-ce qu'il y a un souhait caché de voir un certain dégonflement de certaines poches du marché? Peut-être, mais dans ce cas, ce serait bien de le dire au marché, parce qu'encore une fois, on est dans beaucoup de non-dits à la Fed. Bref, je pense que si c'est une approche trop littérale, l'approche est peut-être un peu trop naïve par rapport à la hausse des taux, parce que la hausse des taux finira par avoir un impact sur l'économie américaine, notamment sur le marché immobilier. On sait très bien que quand on a une montée des taux de plus de 100 points de base en 6 mois, on a tout de suite un coup d'arrêt sur le marché immobilier pour 6 à 9 mois. Donc ça, on va, à mon avis, le voir sur les données économiques. Alors c'est vrai que Jérôme Powell, lui, regarde les indicateurs de conditions financières de façon beaucoup plus globale et agrégée, qui prennent en compte le dollar, les prix des actifs boursiers et aussi les taux d'intérêt court terme, long terme. Mais voilà, je pense qu'il faudrait un peu avoir une approche un peu plus fine de la part de la Réserve fédérale sur cette hausse des taux longs qui, je le rappelle, est quand même très importante. Si vous regardez la vitesse d'augmentation des taux et en particulier sur l'augmentation de la prime de risque du marché obligataire, la term premium, on est sur des niveaux comparables au taper tantrum de 2013 quand même. Ouais, effectivement, c'était un mouvement déjà quasiment 150 points de base par rapport au point bas. On était tombé à 0,50 sur le 10 ans américain au mois d'août dernier. On est à plus de 1,70 désormais sur ce même 10 ans américain. La prime de terme qui montre toute cette incertitude qu'il y a quand même dans le marché obligataire. Il y a les anticipations d'inflation, mais il y a également une bonne dose d'incertitude également qui se reflète dans cette prime de terme du 10 ans américain, Thomas. Je suis encore frappé par la vitesse de déploiement de l'arsenal budgétaire américain. Si on passe sur le côté fiscal et budgétaire, l'American Rescue Plan a été signé, je crois, la semaine dernière. Les premiers chèques sont déjà arrivés chez 90 millions de foyers américains, je crois, pour plus de 240 milliards. Alors, je ne voudrais pas qu'on bascule sur le terrain de la comparaison avec l'Europe, parce que sinon, ça risquerait d'être désagréable pour nous. Mais quand même, la vitesse de déploiement de l'arsenal budgétaire. Et maintenant, on commence à rêver à un plan d'infrastructure qui serait déployé peut-être au même rythme. Est-ce qu'on va un peu trop vite, là, quand on imagine ce genre de scénario désormais, Thomas ? Tout à fait. Et je fais juste un rappel sur le marché obligataire, parce que là, c'est intéressant. On parle maintenant de croissance. Est-ce que la prochaine étape pour le marché obligataire, c'est pas une montée des taux réels, liée à la croissance économique? Ça, c'est un point à surveiller. Pour revenir au deuxième trimestre, il est fort à penser qu'on aura un boom de la croissance économique américaine au deuxième trimestre. On a vu de nombreux États qui réouvrent. Et en plus, on a ce support budgétaire dont vous parlez, les fameux chèques de $1 400, en plus des chèques de $600 qui ont été reçus au mois de
de janvier. Donc ça, c'est évidemment... Et en plus, vous avez un problème de température. Il y a eu au mois de février une vague de froid. Donc on a non seulement l'échec, mais en plus un réchauffement de la température et la sortie de l'hiver. Ça va faire un très bon cocktail pour la consommation, a priori, au mois de mars. La chose à souligner, c'est que Joe Biden reste prudent pour la réouverture. C'est le 4 juillet, d'après lui, pendant Independence Day, la vraie réouverture de l'économie. Mais je pense qu'il y aura une telle pression, notamment évidemment des citoyens et de l'économie pour réouvrir avant, qu'on verra dès le deuxième trimestre de très bons chiffres et potentiellement des chiffres à 2 chiffres pour la croissance du PIB trimestre sur trimestre annualisé. Et sur le plan d'infrastructure, Thomas, qu'est-ce que vous dites? Est-ce que la partie politique s'annonce plus compliquée que prévu? Je pense qu'en effet, on peut dire ça, la partie politique sur le plan d'infrastructure est plus compliquée que prévu. Ça prend du retard. Je note que ça prend du retard. Le plan devait être initialement annoncé au février, puis c'est ensuite mars. Là, on arrive bientôt fin mars et ça n'avance toujours pas. Ça a l'air de bloquer. Encore une fois, il y a deux pans. Il y a un pan positif qui est potentiellement de nouvel investissement dans les énergies vertes et sur les infrastructures traditionnelles. Mais il y a aussi il y a le yin et le yang. Le yang pourrait être aussi une montée des impôts des entreprises. Donc ça sera aussi à surveiller. Bon, le dernier étage de la fusée, en tout cas, ce plan d'infrastructure qui devient une arlésienne aux États-Unis. Ça fait quand même des années qu'on en parle, mais c'est vrai que ça fait partie, évidemment, du mandat de Joe Biden. Merci beaucoup, Thomas. Thomas Koster, qui était avec nous en visioconférence depuis Genève, économiste senior en charge de suivre les États-Unis chez Pictet Wealth Management. Et c'est Franklin Pichard qui est à présent à mes côtés, le directeur général de Kipling Finance, en studio avec moi. Bonjour Franklin. Bonjour. Merci beaucoup d'être là. Prenons quand même le CAC 40 comme notre référence. Évidemment, 6050 points et plus. Ça y est, on est revenu quasiment sur le pic qu'on connaissait avant la crise pandémique. Mi-février, le CAC avait marqué 6100 points et quelques, je crois, au plus haut depuis de nombreuses années. On est très proche de retrouver ce niveau aujourd'hui. On est très proche, on a effectivement du mal à l'atteindre et à le franchir, parce qu'aujourd'hui, ça vient d'être dit, il y a quand même beaucoup de questions qui se posent. On a la Fed, on voit, même si le marché est légèrement positif, on a vu qu'il était négatif à un moment dans la matinée, on a un peu tendance à penser que les investisseurs vendent un petit peu la nouvelle. En plus, en Europe, compte tenu de cette avance, le CAC à Paris, de cette avance qu'on a un peu engrangée depuis le début de l'année, on a des foyers pour pouvoir s'alléger et prendre des bénéfices sur des titres. Donc oui, c'est un moment intéressant, mais où on est plus dans une situation d'observation que d'une situation à être agressif et à vouloir acheter. On était très investi. Là, au contraire, on est plutôt dans une tendance... D'avoir retrouvé les niveaux d'avant-crise, les niveaux boursiers d'avant-crise, vous dites, c'est déjà une énorme étape qui a été franchie quand même. Elle est énorme. Elle a été, en plus, souvenez-vous, janvier n'avait pas été formidable. Janvier ou février n'avait pas été formidable. C'était janvier. On est reparti ensuite. Donc, on sentait qu'il y avait un petit peu d'hésitation de la part des investisseurs. Et puis, finalement, aussi, on y a cru. Ils ont eu raison d'y croire. Et donc, on est plutôt très bien investi avec, je regardais un petit peu, mais il y a 3 semaines, un mois, début février, on parlait des équipementiers auto, on parlait des secteurs sur lesquels on voulait revenir, les techs, certaines valeurs en retard. Et aujourd'hui, on s'en frotte les mains. Donc... c'est peut-être pas le meilleur exemple parce que ce sont des secteurs qu'on a du mal à vendre parce qu'il y a encore de très belles perspectives, mais moyennant quoi, on arrive quand même à se dégager sur certaines valeurs pour refaire un petit peu de cash sur la zone euro. Ouais, on refait un peu de cash avec l'idée de l'employer de quelle manière, Franklin ? Ouais. Alors, je ne sais pas si certains se souviennent, mais quand début janvier, on essayait de faire nos projections sur l'année, on avait dit, voilà, on va privilégier, on aura une part conséquente toujours sur notre marché domestique, et puis on aura un regard très attentif au marché américain, et puis on avait parlé de la Chine et des émergents. On est à l'aube de la fin du premier trimestre. On a eu cette zone euro qui nous a été profitable.
On a eu, vous l'avez évoqué précédemment, ce fameux Nasdaq, quand on le regarde un petit peu en profondeur, il y a des creux qui nous intéressent, il y a des titres comme Tesla qu'on continue de ne pas regarder à ces niveaux-là et où effectivement il y a des niveaux de valorisation sur certains titres du Nasdaq qui ne nous intéressent pas, mais on revient quand même sur les marchés américains. C'est-à-dire qu'on profite de nos dégagements, compte tenu de ce qui vient d'être dit précédemment, des indicateurs économiques, de cette croissance attendue. On revient sur des titres comme Apple, Amazon. On regarde General Motors, que j'avais évoqué déjà, mais qui est très haut. Là, on est à plus de $60 de mémoire. On attend un petit repli pour venir sur un titre comme ça, mais on a L-Burns, qui est Victoria's Secret, qui est en plein rattrapage, sur lequel on continue d'être présent, de revenir, parce qu'on est loin des plus hauts d'il y a 3-4 ans, très très loin. On vient sur Nvidia, qui avait bien corrigé, et puis PayPal ou Salesforce, qui sont des titres qui nous intéressent malgré tout. Donc ça, ce sont des arbitrages auxquels que l'on effectue en ce moment suite à nos dégagements sur l'Europe. Et en revanche, là où on était plutôt très positif sur les émergents et sur la Chine, on lève un petit peu le pied. Là, on fait un petit peu marche arrière. C'est un décalage dans le temps. C'est-à-dire qu'on est... et quand on voit, et vous devez en interroger plusieurs, tous les gérants de la zone émergente Chine, ils sont un petit peu inquiets de ce qui s'est passé, l'effet Alibaba et des déclarations politiques de Jack Ma, qui font qu'aujourd'hui, on a une vraie inquiétude de la part des investisseurs européens sur ce que feront les politiques en Chine pour un petit peu désagréger les conglomérats qui, aujourd'hui, leur font peur parce qu'ils sont trop puissants et que c'est eux qui possèdent plus l'information. Historiquement, c'était la Chine qui avait l'information sur les gens. Aujourd'hui, ce sont les conglomérats qui ont ces informations. Donc le pouvoir demande, il faut partager vos données. Voilà ce qu'ils disent aux grands groupes technologiques chinois. Donc, on a vu et on voit un petit peu l'œil du cyclone avec Alibaba et Jack Ma. On voit ce qui peut se passer aussi autour d'un groupe comme Tencent, etc. Donc, pour le moment, Ils sont les locomotives du marché chinois. Quand on est européen, c'est ce genre de grosses valeurs qu'on achète quand on va sur le marché s'exposer à ces marchés asiatiques. On regardait les GAFAM sur les États-Unis, on regardait les BATS sur la Chine. Donc, de ce point de vue-là, je sens que les investisseurs internationaux qui sont chaud, effectivement, sur la croissance, sur la reprise d'un point de vue économique, mais totalement freiné sur l'ambiance un petit peu politique et le devenir de ces gros groupes qui sont, c'est clair, ceux qu'on va acheter et qui sont cotés à New York quand on y va ou quand on les joue à travers des fonds. Donc voilà, un petit peu ce qu'on fait. On prend nos bénéfices un petit peu sur cette zone dont on a un petit peu de mal à comprendre la politique qui est menée, qu'elle soit sanitaire, économique et autres. Et en revanche, on a un boulevard américain qu'on n'a pas envie de rater et sur lequel on a envie de surfer en passant de l'Europe aux États-Unis et en mettant de côté, alors ça va peut-être être pour 4 ou 5 mois, on ne sait pas, on ne met pas à 2 ans, mais en tout cas, nos contacts et les gérants que nous connaissons disent, bon, Alibaba, on vend, c'est trop compliqué ce qui se passe en ce moment, et pour ce qui est du reste, on fait un arbitrage, on sort de la Chine, on va sur les autres émergents sur lesquels on n'a pas de sujet a priori, et on laisse de côté un petit peu la Chine pour le moment. Bon, mais moi je constate qu'on revient toujours très vite sur ce marché américain. Quand même. Sur l'Europe, est-ce qu'il faut être prêt quand même à y revenir ? C'est-à-dire qu'on n'a pas vécu encore ce moment d'adrénaline lié à la réouverture. On voit bien que c'est un moment qui se décale d'ailleurs sans doute un peu dans le temps. L'horizon est encore un peu flou de ce point de vue-là, mais on peut quand même toujours estimer que nous aussi, on vivra notre moment de réouverture. Aux États-Unis, je donne juste quelques exemples, mais très symboliques. Disney va rouvrir certains de ses parcs fin avril. Ça a été annoncé hier en Californie, notamment. AMC, qui est la grande chaîne de cinéma américain, tout est fermé depuis 1 an. Ils nous disent...
ce vendredi, 98% de mes cinémas dans le pays seront rouverts. Ce moment-là, on va le vivre aussi à un moment en Europe, Franklin. Oui, et non seulement on va le vivre, et puis ce qui a été encourageant sur les semaines qui viennent de s'écouler, c'est qu'on a vu que les marchés européens avaient réussi à s'affranchir des marchés américains. Oui. On a vu ces marchés américains qui marquaient le pas, qui baissaient et ou qui montaient moins, et on a vu la bourse de Paris, les bourses européennes qui, malgré des contre-performances du marché américain, ne boudaient pas leur plaisir et continuaient de grimper. Donc c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, d'un mouvement très, très, très léger et assumé, on est prêt à prendre nos bénéfices sur ce qui vient d'être une bonne période. On pense qu'aujourd'hui, on a encore trop d'incertitudes, et puis on met les deux marchés dans un plateau de la balance. Et qu'aujourd'hui, ce marché américain, au lendemain des déclarations, même si on vient de voir qu'il fallait les prendre avec précaution, mais toujours est-il que la croissance attendue, le niveau de vaccination, toutes les sociétés qui reprennent un petit peu, qui rouvrent les portes et qui repartent de l'avant, sont une étape qu'on n'a pas envie de rater. Mais attention, on reste bien présent sur certains secteurs et sur la bourse française ou européenne sans aucun problème, bien évidemment. Et on y reviendra très vite. On a juste envie d'y voir un tout petit peu plus clair. Ouais. On verra si on y voit plus clair ce soir à 19h pour la France et l'Île-de-France. Et puis ce qui m'intéresse aussi, c'est que revenir aux États-Unis, ça veut dire forcément aussi se réintéresser à des grandes valeurs technologiques. Alors vous avez cité PayPal, je crois, Salesforce. Oui. Même si les taux montent et peuvent pénaliser peut-être un peu, et ont pénalisé déjà la valorisation de ces groupes-là, sur les fondamentaux, c'est vraiment des groupes sur lesquels on ne peut pas être inquiet. D'une part, on ne peut pas être inquiet. Si vous prenez un titre comme Amazon, on est sur les niveaux de cours du mois de juillet 2020. Donc, on n'est pas... autant quand je vous parlais de General Motors, on est au plus haut historique, vous avez un graphique, c'est l'aiguille du midi. Autant sur un titre comme Amazon, on est sur une valeur qui est bien assise, qui a évolué un petit peu de façon horizontale avec d'énormes volatilités. Donc, on a véritablement matière à trouver des titres qu'on n'achète pas au sommet, ou d'autres, comme Nvidia, comme d'autres, Salesforce, qui, eux, ont marqué le pas, sont en repli par rapport à leur plus haut, mais qui ont un très très bel avenir, malgré cette remontée des taux. L'occasion de retrouver des valeurs de fonds de portefeuille américaines un peu moins chères que d'habitude, on va dire ça comme ça. Un peu moins chères que d'habitude. Tout à fait. Elles sont toujours chères, elles resteront chères, elles le sont peut-être un peu moins aujourd'hui, avec des taux qui montent encore. C'est le phénomène du jour, la réaction de marché évidemment, dont on parlera encore ce soir. On en a largement parlé dans cette édition de la mi-journée, des taux américains qui continuent de monter après la communication de la Fed hier, et Jérôme Powell qui est à l'aise jusqu'à présent, jusqu'à ce stade, avec la remontée des taux longs américains. La Fed qui n'a rien changé au réglage de sa position de politique monétaire. Place à la Banque d'Angleterre qui va s'exprimer dans quelques minutes. On débriefera tout ça ce soir évidemment à partir de 18h30 en direct. Merci beaucoup Franklin d'avoir été avec nous en plateau pour cette édition de la mi-journée de Smart Bourse. Franklin Pichard, le directeur général de Kipling Finance, avec nous sur Bismart.